Donc, pour ceux qui arrivent, je vous rappelle la thématique de l'édition de cette année, l'optimisme et le bien dans la filière, tout ce qui se passe de bien, tout ce qui nous fait espérer et qui nous fait penser que nous sommes une des meilleures agricultures au monde et une des meilleures alimentations. Voici les participants à notre table ronde. Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Jean-Paul Toris, premier vice-président de l'ANIA. Barbara Gross, citoyenne engagée. Yannick Fialip, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, ayant des responsabilités aussi à la FNSEA. Rachel Golbet, directrice de la durabilité du groupe InVivo. Laure Verdeau, directrice de l'agence Bio. Et Carole Galissan, présidente de la commission nutrition du CNRC. On devait avoir avec nous ce matin Bertrand Zwiderski du groupe Carrefour, qui est malade et qui me permet de lancer un grand cocorico, puisque sur cette table ronde, nous avons plus de femmes que d'hommes, ce qui est très rare en agriculture. Alors, on va vous passer très rapidement un petit film. On y va. Maman, c'est à quel âge que je pourrais avoir un fruit? Un fruit? Oui. Au prix que ça coûte? Bah, tous les autres à l'école, ils en ont, hein. C'est des steaks hachés. Bébé, t'as payé ça combien? Ça te fait pas plaisir? Mais c'est complètement faux. Voilà. Nous sommes dans une société où le steak haché a remplacé la bague de fiançailles. C'est pas beau, ça? Et ça nous permet de parler du prix de l'alimentation, un sujet qui en ce moment, fait beaucoup parler de lui. Alors, je vais commencer. Alors, ça va être tout à fait selon une procédure bien rodée. Nous allons partir de l'amont agricole et remonter vers le citoyen consommateur et vers le politique. Donc, nous allons commencer par Yannick Fialip. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et administrateur de la FNSEA. Et donc, vous représentez, avec Rachel, qui parlera après vous, l'échelon de la production agricole. Pouvez-vous nous commenter les chiffres que vous nous avez préparés? Tenez. Merci Florence. Alors effectivement, je suis agriculteur. Par rapport au débat de ce matin, fier d'être agriculteur. Et optimiste parce que je dis que quand on est agriculteur, on parie toujours sur l'avenir. On est en train de faire les semis en espérant que la récolte 2024 sera meilleure que la 2023. Lorsqu'on a des animaux, on essaye de faire de la reproduction en espérant que dans 3 ans, la vache qui va naître va faire, la génisse qui va naître va faire une bonne vache. Et donc on est un peu des parieurs d'avenir, donc des optimistes par nature. Alors j'ai essayé, par rapport à mon propos, de revenir un peu quand même sur un état des lieux de la filière agricole et alimentaire française sur une infographie assez rapide. Alors voilà, il va falloir appuyer ici. Voilà, le fameux billet de rappeler que quand même sur le prix de l'alimentation, qui est le thème que vous avez choisi cette année, vous avez le fameux billet quand on dépense 100 € d'achat alimentaire. Seulement 7 euros reviennent directement à l'agriculteur. Que quand on regarde sur une période un peu longue, hein, on a pris de 1960 à 2022, vous voyez 2 courbes qui s'inversent. La courbe donc verte qui est la dépense alimentaire des Français qui est passée de 29% à 16%. Et dans le même temps, le logement qui est passé de 24 à 30 quelques pourcents. Et puis les autres facteurs qui sont arrivés. Vous avez vu arriver notamment la communication, loisirs, culture, qui reste à des niveaux et qui a été fait. Ce travail-là a permis, le travail qui est fait sur l'amont agricole a permis des dépenses sur d'autres facteurs de consommation. Alors derrière, ça inclut quand même quelques variations assez importantes pour nos agriculteurs. C'est qu'on a une production agricole qui baisse. J'ai pris 2-3 exemples. Sur les filières animales, hein, vous voyez, on a une production globale qui en 20 ans a perdu 14%. Pendant que de l'autre côté, on a une hausse des importations de 5% de l'ensemble des viandes en France. Et notamment, vous en voyez une, la verte, qui est le poulet, où on augmente de 294% l'importation.
On aurait pu faire la même chose sur les vins rapidement, et vous voyez qu'on a plutôt une baisse de la production viticole en France et qu'elle est compensée par une hausse des importations. Et puis j'ai fini sur les fruits, qui est quand même une filière qui nous interroge, nous, à la FNSEA, parce qu'on a une baisse régulière de la production et qui est compensée par des importations assez fortes. Tout à l'heure, ça a été dit par le représentant de l'interprofession fruits et légumes de la région, où à peine un fruit sur deux, ou guère plus d'un fruit sur deux, est d'origine française dans la consommation. Et on dit bien les fruits tempérés, parce qu'on ne parle pas des fruits qu'on ne peut pas produire en France. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Alors vous m'avez posé la question par rapport à comment nous, on voit l'avenir et qu'est-ce qu'on va porter, notamment un certain nombre de dispositions. Comme la loi Egalim. Voilà. Alors, effectivement, Egalim, ça a été voulu en partie par la FNSEA. Je rappelle la genèse. C'est quelqu'un que vous connaissiez très bien ici, Xavier Belin, qui était notre président de la FNSEA, qui, suite à la crise 2015, avait bien vu que les agriculteurs français, on avait négocié un plan, on avait fait des manifestations tout l'été, on avait eu un plan d'aide. Les agriculteurs nous ont dit, non, on ne veut plus de plan, on veut pouvoir vivre mieux le fruit de notre travail. Et donc, on avait commencé à travailler la formation du prix en marche avant. Il y avait eu les premières lois Sapin, est arrivé un gouvernement nouveau en 2017. Emmanuel Macron avait commencé à faire Egalim 1, qui était peut-être plus sur la montée en gamme, qui nous avait quand même un peu choqués. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait Egalim 2, qui était un moyen de sécuriser la matière première agricole. Donc, si Egalim 2 et la loi d'Escrozaille permet une chose aujourd'hui, c'est de sécuriser quand même la matière première agricole dans la négociation, qui nous permet de ne pas être la variable d'ajustement. Je rappelle qu'à chaque crise qu'on a connue ces 20 dernières années, 2009-2015, on fait subir à l'agriculture une variable d'ajustement sur les prix alimentaires en disant c'est à vous de faire l'effort pour qu'on puisse avoir les autres biens de consommation. On voit bien qu'aujourd'hui, on a pu résister et avoir des prix qui sont un peu meilleurs. Et je le dis en tant que producteur de lait et de viande ovine, on a quand même des prix qui sont améliorés et des revenus agricoles qui s'améliorent. Donc ça va dans le bon sens. Mais nos métiers ne sont pas assez attractifs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer encore plus les choses? Je pense que dans le débat, on y reviendra peut-être. Il y a trois clés qui me semblent essentielles. La première clé, envers les pouvoirs publics, je crois que dans le projet politique qui sera présenté aux Français dans les prochaines élections, il faut qu'on revienne sur ces histoires de croissance qui sont basées sur les biens de consommation. Depuis 30 ans, on a fait l'alpha et l'oméga de la croissance basée sur la capacité des Français à consommer des biens, sans regarder d'où étaient ces biens. On a affaibli nos filières, le textile, on est tous habillés dans la salle, on doit être tous habillés avec de l'asiatique. Plus de Français. Alors certes, on a gardé le luxe, on a fait de la montée en gamme, mais bon, on n'achète pas beaucoup de Cardin, de Hermès tous les jours. Voilà, ça pose une vraie question. Et l'agriculture, on est un peu dans la même logique. Donc nous, on dit à la FNSEA, il faut peut-être qu'on revienne sur une croissance qui soit basée sur des biens de production. Et si on a plus de biens de production, on pourra augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs et donc ne pas avoir cette solution de baisse des prix à la consommation. Deuxième sujet, c'est de voir comment nous, on améliore un peu nos transitions en tant que producteurs. On nous demandera de travailler sur le carbone, d'autres vont venir sur ce sujet-là. On est prêt à le faire et on a déjà commencé à le faire. Vous voyez la baisse des antibiotiques, la baisse des intrants phytosanitaires, mais il faut quand même qu'on soit prudent, qu'on ne baisse pas la production. Et là, c'est un message que l'on fait passer, nous, aux producteurs. Il faut qu'on retrouve un peu de liberté d'entreprendre dans nos exploitations. Je le dis, l'ADN de notre métier d'agriculteur, certes, c'est de travailler beaucoup, on le sait, c'est d'avoir des revenus qui ne sont peut-être pas les meilleurs de la population. Par contre, on avait cette liberté d'entreprendre qui est quand même l'ADN du métier d'agriculteur. Moi, quand j'ai choisi ce métier, c'était pour cette liberté d'entreprendre. Et beaucoup de producteurs aujourd'hui me disent, le matin, quand on se lève, on commence à regarder ce qu'on a le droit de faire. Si on a le droit d'épandre, si on a le droit de semer, si on a le droit de couper neuer, si on a le droit de couper, débrancher neuer, pardon, si on a le droit de curer un fossé. C'est pas ça le métier d'agriculteur, c'est de travailler avec l'agronomie. Et donc, il faut retrouver cette liberté d'entreprendre. Et puis, le troisième message, c'est un peu aux consommateurs que je voudrais m'adresser. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, on est tous des consommateurs. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'agriculture. On voit bien que notre agriculture est souvent en débat. Mais ce qu'on a pu présenter ce matin, c'est plutôt qu'on a une agriculture assez vertueuse en France, qui sait faire de la qualité, qui sait faire des produits de bon marché, qui sait avoir des standards sanitaires, environnementaux, sociaux plutôt assez élevés en termes de normes. Et face à cela, on a des gens qui veulent faire un geste pour la planète. Alors je le dis, si vous voulez vous faire plaisir en tant que consommateur, parce que manger, ça reste un plaisir. J'espère qu'on va le faire dans 1 heure. Et si vous voulez faire un geste pour la planète, achetez des produits français. Non seulement vous ferez plaisir, mais en plus, vous ferez un geste pour la planète. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Alors, Rachel, vous êtes directrice de la durabilité d'Invivo. Oui, on triche en anglais, sustainability. Ah, ok.
Et vous représentez donc aussi l'amont agricole, plutôt sous l'angle des coopératives. Est-ce que déjà vous pouvez, pour l'ensemble des personnes qui sont là, il y en a qui le savent déjà peut-être, mais pas tous, nous dire ce que c'est, à quoi ça sert une coopérative, et surtout dans cette histoire d'argent, de prix, de valeur, ça fait quoi? Bon, donc à la base, l'idée c'est de coopérer en fait pour mutualiser ce dont on a besoin pour pouvoir mieux produire, être plus performant. Et donc une coopérative, ça sert déjà à voir comment on peut mutualiser l'achat des entrants dont on a besoin. Alors même si le nombre qu'on peut acheter va inversant, mais si c'est pas ce type d'entrants, c'est aussi peut-être des biosolutions ou c'est aussi d'autres approches culturelles qui sont aussi apportées par les techniciens qui peuvent accompagner pour bien produire. Et puis un achat collectif aussi pour avoir une meilleure prix de vente ou mieux gérer en tout cas la possibilité pour l'agriculteur à vendre. Et avec le temps qui vient, de plus en plus il y a également une mutualisation d'outils. Par exemple, chez InVivo, on a travaillé avec un bon nombre de coopératives pour créer de l'agriculture de précision en grande culture. Et ça, c'est le genre de... Alors, vous entendez, je suis américaine. Et quand je suis arrivée chez InVivo, aux États-Unis, c'était en fait les agriculteurs qui avaient les moyens pour investir dans l'agriculture de précision qui restaient en place et achetaient les voisins. Et les voisins devenaient des main-d'œuvre sur cette ferme-là. Donc, coût. Nous, plutôt approche coopérative, on co-construit pour avoir des outils d'agriculture de précision aussi, qui permettent donc vraiment à utiliser en fertilisation, par exemple, le bon dosage au bon endroit, parce que même au sein d'une parcelle, parfois, il ne faut pas tout mettre de la même façon, et au bon moment. Et comme ça, on arrive à vraiment économiser, réduire les entrants, mais tout en restant très performant. Et ça, démocratiser pour que finalement le plus grand nombre ait accès à ce type de technologie. Donc c'est ça à quoi sert cette mutualisation de coopératives. Vous militez, enfin vous défendez une grande idée qui s'appelle les paiements pour services écosystémiques. C'est certainement un moyen d'accroître la valeur dans la filière. Est-ce que vous pouvez nous en parler de façon très simple ? Parce que c'est très compliqué parfois. Alors si je pars de cette idée valeur et prix, l'impossible équation, et que j'entends souvent autour de moi des personnes qui disent « il suffit de faire payer plus cher le conso ». Parce qu'on sait que pour pouvoir finalement continuer à bien produire, surtout avec de moins en moins d'outils, il y a du risque, il y a le coût de la transition, et quelqu'un doit payer ce coût-là quelque part, et on aimerait bien éviter que ce soit l'agriculteur qui paye tout, ce qui est en général la tendance de tous. Et donc on va plutôt regarder comment on peut continuer à produire. Pourtant, de faire ça, ça ajoute au prix du consommateur. Et le consommateur, il fait quoi? Il n'achète pas français pour autant, il importe. Genre, il achète ce qui est importé et qui est moins cher. Donc, pour sortir de ça, parce que c'est peut-être l'impossible équation, je me dis que quand l'agriculture est bien faite, il faut regarder la véritable valeur qui est faite. Il y a certes la production, le lait qui est issu de l'élevage, etc., mais il y a aussi tous les autres bienfaits qui sont en général vus comme juste gratuits et que tout le monde se sert, mais finalement qui pourraient vraiment faire partie de l'équation réelle de la valeur. Les sols qui peuvent séquestrer du carbone, les sols qui peuvent, avec la biodiversité, arriver à mieux stocker l'eau et comme ça on évite certaines bagarres qu'on voit très médiatisées entre qui a droit à quoi comme eau. Finalement, avec des pratiques culturelles, on peut agir dessus pour avoir une meilleure maîtrise de ça. Et ça, un sol pareil qui va ne plus s'éroder, mais au contraire aider à filtrer l'eau, ça c'est une purification qui fait des économies pour les agences de l'eau, et ainsi de suite. Donc en fait, on se rend compte que quand la culture est bien faite, et elle l'est en France globalement, là, on a tous ces bénéfices additionnels pour beaucoup d'autres bénéficiaires, et que si on avait une approche un peu plus sociétale où on comprenait que ces bénéficiaires aussi, ils doivent eux aussi contribuer au fait d'avoir accès à ces bénéfices, là, on peut arrondir et rendre plus résilient le modèle économique de l'agriculteur tout en gardant de l'accessibilité à cette bonne nourriture, parce que les Américaines qui restent en France, c'est parce qu'on aime votre nourriture. Merci beaucoup, Rachel. Merci. On reprendra des questions après. Jean-Paul représente l'échelon de l'industrie.
Il est vice-président de l'ANIA et représente finalement les 16 000 entreprises agroalimentaires qui forment notre tissu industriel. La question qui m'était venue au départ, c'est que la crise de l'énergie a certainement fortement impacté nos industries agroalimentaires. Est-ce que ça va avoir une répercussion longue sur nos prix ou est-ce qu'on va envisager de revenir à des prix avant la crise? Bon, Florence, d'abord, merci de m'avoir invité. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est dit ce matin. Nous, les industriels, hein, nous sommes quand même un maillon très important de cette filière, on l'a dit. Et j'utilisais, les consommateurs ne mangent pas des céréales, ils mangent du pain qui est fait d'abord par un meunier, qui est la première transformation agricole, qui fait partie de l'industrie agroalimentaire, qui va servir un boulanger, qui est un artisan ou un industriel agroalimentaire. Donc c'est pour ça que nous sommes liés indissociablement dans une filière. Et donc tu as appelé matinée filière. Donc nous, l'industrie agroalimentaire, effectivement, Emmanuel a dit ce matin, comme tout le monde, comme tout notre écosystème, nous avons subi une série de chocs absolument incroyables. Alors, on parle d'énergie, mais c'est surtout tout ce qui a été lié à l'énergie et à la guerre. Hein. Et je vais vous rappeler effectivement directement le coût de l'énergie que vous avez tous subi, mais vous, les agriculteurs, tout le coût des intrants, toutes les pénuries, les crises climatiques, les crises sanitaires, la grippe aviaire, hein, Yannick, toute cette série de chocs incroyables que notre système alimentaire a subi. Le réduire à l'énergie, c'est très restrictif, mais puisque c'était le thème sur lequel j'étais lancé, oui, nous avons subi une hausse incroyable de nos coûts énergétiques, 58% en 2 ans. Hein, et nous avons quelques industries qui consomment beaucoup d'énergie, hein, le sucre, l'amidon, qui est représenté ici par mon ami Claude, et le lait, hein, parce qu'on refroidit, et on sèche et on refroidit, on sèche pour faire de la poudre et on refroidit dans toute notre chaîne de froid, on consomme beaucoup d'énergie. Mais il y a surtout tous les impacts liés à l'énergie. Hein. Donc on emballe, hein, j'ai mes petites notes, 42% d'inflation sur les emballages. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Les transports, les transports frigorifiques et transports maritimes. Hein, parce que 34%. Et il faut bien le dire, nous sommes, et c'est tout à fait normal, nous augmentons les salaires de nos collaborateurs. Nous sommes la première industrie de France. Nous employons 460 000 personnes. On ne le dit pas assez, ça, monsieur le député, que l'agroalimentaire, c'est la première industrie de France. 460 000 personnes, les salaires ont augmenté de 20%. Donc ça a fait beaucoup d'inflation. J'ai participé hier au débat citoyen, j'ai entendu l'inquiétude légitime des consommateurs face au prix. J'ai une petite bonne nouvelle, ça ralentit et ça ne diminue pas. Hein. On est à la moitié de l'inflation alimentaire du début de la crise, on est réduit à 7% et même on est sur une légère décélération, je parle devant des experts, sur les derniers mois. Mais si la question est est-ce que ça reviendra au niveau d'avant? Non. Hélas, je dois dire, ça ne peut pas. Parce que on va rester dans cette crise climatique et cette crise géopolitique mondiale dans un monde de pénurie. On va rester dans un monde d'énergie chère. On va rester donc dans un monde où tous les impacts que je viens de décrire vont se calmer, mais pas diminuer. Donc, face à ça, moi, je partage complètement, et il faut qu'en France, vous voyez, j'ai entendu Philippe dire il faut que les PME deviennent des ETI, il faut grossir. J'ai entendu le débat sur les fermes-usines, etc. Il y a un seul truc que je voudrais dire, si en France, on arrêtait d'opposer les modèles et on disait pas et au lieu de ou, il y a de la place pour tous les modèles. L'agriculture de haute qualité, moi je consomme, je suis fromager, laitier, je consomme chez mes confrères artisanaux des magnifiques Beaufort d'alpage qui valent très cher, mais je peux me les payer. Et ce modèle-là, il faut qu'il se développe, qu'il perdure. Mais tout le monde ne peut pas. Hein, et voilà. Et donc il faut qu'on arrive ensemble, et on le fait, hein,
avec Yannick, la FNSEA, l'ANIA, à travailler sur aussi prouver notre compétitivité durable en France. Merci beaucoup, Jean-Paul. On va maintenant monter un échelon et aller sur l'échelon de la restauration. Et on a choisi la restauration collective parce que c'est celle qui sert le plus de repas chaque jour. Et donc, Carole, vous êtes présidente de la commission nutrition du CNRC et également directrice transition alimentaire et nutrition chez Sodexo. Donc c'est à ce titre qu'on voudrait savoir quels ont été pour la restauration collective les effets de l'inflation, mais aussi surtout les effets de la loi Egalim. Alors merci déjà de l'invitation. Effectivement, je représente une partie de la restauration collective, donc la restauration concédée. Donc c'est à peu près 40% aujourd'hui de la totalité de la restauration collective en France. Alors sur la thématique de la loi Egalim, alors déjà c'est des enjeux partagés, de la juste rémunération des producteurs, je pense qu'on est complètement en phase, une alimentation saine et durable. La restauration collective a son rôle à jouer et elle a un rôle surtout à jouer dans la transition alimentaire dans nos territoires. Et aujourd'hui parfois on était un peu oubliés. Et il y a encore par exemple des projets alimentaires territoriaux des fois où la restauration collective on n'est pas nommé, et ce qui est étonnant puisque je pense qu'on peut avancer en tout cas et être un peu plus exemplaire pour montrer le chemin. Maintenant, effectivement, on ne peut pas tout demander à la restauration collective. Quand on voit les dernières lois aujourd'hui, loi AGEC, loi Climat Résilience, la loi Egalim, on a plus de 22 réglementations supplémentaires pour nous, enfin d'actions réglementaires qu'on doit activer en restauration collective. Et il y a un millefeuille qui est quand même assez important. Donc la loi Egalim, pour nous, ça a quand même restructurer complètement nos achats dans nos entreprises pour pouvoir répondre à nos clients. Mais par contre, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Il y a un contrat, un client, une façon de répondre. Et selon les territoires, on ne répond pas de la même façon. Et selon les segments d'activité, on ne répond pas de la même façon. Aujourd'hui, clairement, la loi Egalim est portée par le milieu de l'éducation, donc les collectivités territoriales qui ont pris politiquement ce sujet à bras-le-corps dans leur territoire. Par contre, on a des segments d'activité, je dirais, à la traîne, même plus qu'à la traîne, qui sont le monde de la santé et le monde de l'entreprise. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que ça bouge. Là, par exemple, dans le monde de l'entreprise, dans les entreprises privées aujourd'hui, dans les restaurants d'entreprise, on essaye, on voit que nos clients veulent faire rentrer de plus en plus de produits sous signe de qualité. Et ce qui est aussi assez positif, c'est qu'on voit aussi que les consommateurs reviennent dans les restaurants. Parce qu'avec la crise, on s'était aperçu, la crise Covid, qu'on vidait nos restaurants. Là, on voit plutôt un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on est plutôt optimiste. Par contre, la loi Egalim a montré la limite de l'écosystème et du financement. Parce qu'elle n'a pas été financée, clairement, cette loi Egalim. Alors, on a beau me dire, oui, il faut lutter contre le gaspillage. Oui, enfin, ça ne permet pas aujourd'hui de remettre la somme suffisante. Alors moi, j'ai cherché des chiffres au SNRC. C'est difficile, hein, puisqu'on est tous concurrents, donc c'est un peu difficile d'avoir des chiffres. Mais en restauration collective, en moyenne, c'est à peu près 1,80 € de matière première qui est mis dans l'assiette. Donc c'est un tiers du prix global d'un repas, on va dire. Aujourd'hui, on estime qu'il faut rajouter 40 centimes au couvert pour seulement répondre à la loi Egalim. Donc je ne parle pas de ce qui a été rajouté dans la loi Climat Résilience, ni AGEC, etc. Donc les plastiques, la sortie du plastique, etc. Et lutter contre le gaspillage n'est pas suffisant aujourd'hui. Et donc la loi Egalim, pour nous, ça n'a que du positif. Et surtout, ça peut montrer que la restauration collective peut être un acteur des territoires. Et qu'on peut remanger effectivement français au maximum de ce qu'on peut faire. Par contre, ça a un prix. Et il faut trouver les bons mécanismes, en tout cas, pour pouvoir, entre guillemets, se payer la loi Egalim. Merci beaucoup. On est au cœur de l'équation impossible, en fait, parce qu'il faudrait trouver des sous pour chaque échelon. Mais bon, en discutant déjà, au moins, on trouve des pistes. Alors, Laure, vous êtes directrice de l'agence bio. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment sur un échelon. Vous représentez tout le bio. Vous êtes partout.
Dites-nous, pour vous, quelles a été les conséquences finalement de cette crise inflationniste et comment vous voyez l'avenir du prix du bio? Merci déjà pour cette question. Ça va être l'occasion de peut-être remettre à place certaines idées. On a beaucoup entendu les médias dire « avec l'inflation, c'est fini pour le bio, c'est un produit de riche, c'est un produit de niche ». Alors, rappelons quelques éléments factuels. Déjà, on ne connaît pas les prix du bio. Ça n'a pas de sens de parler du prix du bio, parce que le bio est très diversifié dans ses circuits, dans ses débouchés. On a effectivement le relevé prix de la grande distribution. On a quelques idées sur les prix des magasins bio, les 3000 magasins bio. Mais en revanche, les prix pratiqués à la ferme, qui sont très importants, puisque la vente directe à la ferme, ça pèse 13% du business du bio. Tout ça, on ne le connaît pas. Donc, ça n'a pas de sens de parler d'un prix du bio, et il vaut mieux parler des prix du bio. On associe souvent le prix du bio à 30 ou 50% de surcoût. Là encore, ce n'est pas exact. Je reviens de Lunéville, où j'étais chez un de nos anciens administrateurs, qui vend son kilo de pommes de terre à 1,40 €. C'est un prix qui est quand même tout à fait dans les cordes du non-bio en grande distribution. Donc une fois qu'on a ça en tête, et ça paraît difficile déjà d'établir que l'inflation tue le bio. En fait, nous, ce qu'on fait à l'agence bio, c'est que chaque année, on interroge plus de 4000 Français dans leur rapport au bio. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, effectivement, ils nous parlent du prix, et c'est un des principaux freins, mais ce n'est pas le pire, et c'est surtout celui qui reste le plus stable. On aurait pu penser qu'avec l'inflation et la guerre en Ukraine, etc., cette réponse aurait boomé et les gens nous auraient dit non, plus du tout de bio. En fait, non. Pourquoi la crise du bio est plus liée à la perception et à l'image qu'on a du bio qu'au prix? Parce qu'il y a une ignorance croissante de ce qu'est le bio et ça nourrit une défiance. En effet, qui est prêt à payer un surcoût pour un produit si vous ne savez pas quels sont les bénéfices? Alors, le prix du bio, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement le prix du produit, de la carotte, de la pomme, du steak. Mais c'est, comme l'a dit Rachel, c'est le prix de tous les bienfaits, de tout le boulot qu'accomplit l'agriculteur bio pour entretenir les infrastructures communes. Donc on a parlé de l'eau. Effectivement, les agences de l'eau, en général, elles vont voir les agriculteurs près des zones de captage. Elles leur disent, s'il vous plaît, passez en bio. Pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'il y ait un marché derrière. Mais l'agriculture bio, on sait, c'est prouvé par la science, que c'est 30% de biodiversité en plus. Donc c'est une agriculture régénérative de biodiversité. Coccinelles, les oiseaux, etc. Et c'est aussi une agriculture qui rend les agriculteurs heureux. Donc quand on paye 1 € en bio, on ne paye pas que le produit, on paye toutes sortes d'aménités positives. Et on paye aussi pour de la souveraineté alimentaire. Rappelons-le, 70% du bio consommé en France, c'est made in France. Et si on enlève les produits tropicaux, ça monte à 82%. Donc le prix du bio, ce n'est pas que le prix de la carotte, c'est tout le prix du bénéfice qu'apporte la consommation bio au collectif. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? On a cette espèce d'effet d'optique qui fait qu'on croit que c'est l'inflation qui est en train de tuer le bio, mais plus structurellement, il y a un déficit d'information qui nourrit une défiance. Et s'il n'y a pas de consentement à payer, quel que soit le prix du bio, on ne pourra pas augmenter la part de bio. Rappelons une chose, c'est que le bio, c'est quoi? C'est 10% des surfaces, mais ce n'est que 6% du panier des Français. Ça nous met au niveau d'ailleurs des États-Unis, qui consomment à peu près 6% de bio, alors qu'on a toutes sortes de voisins, les Danois, les Allemands, les Autrichiens, les Suédois, qui mangent entre 12 et 13% de bio. Si demain on mangeait bio comme eux, on n'aurait plus de crise du bio, on aurait un business bio à 30 milliards. Donc c'est bien qu'en matière de bio, on n'a pas encore tout essayé. Et je finirai juste sur le fait que souvent, plus on augmente la proportion de bio dans son menu au restaurant ou dans son panier, plus on modifie ses habitudes et sa liste de courses. C'est-à-dire que ça a été prouvé par l'INRAE. Louis-Georges Solaire a fait une étude sur des familles à pouvoir d'achat égal qui mangeaient beaucoup bio et des familles qui ne mangeaient pas du tout bio. La famille qui mangeait pour plus de 70% de bio, elle avait un surcoût de 12 points de son budget alimentaire par rapport à celle qui mangeait zéro bio. 12 points, ce n'est pas 30 ou 50% de surcoût. Pourquoi? Parce que 3 choses sont drastiquement différentes quand on fait sa transition alimentaire vers plus de bio. C'est que, 1, on ne fait pas les courses au même endroit. C'est ce que je vous disais, on n'est pas sur l'autoroute de la grande distribution, on a beaucoup plus de ventes directes, de magasins bio, etc. Deuxième pan, évidemment, on lutte contre le gaspillage, drastiquement. Parce que, imaginez, si vous avez surpayé votre produit bio, vous avez encore plus de mal à le gaspiller. Mais surtout, on ne fait pas CTRL-C, CTRL-V avec sa liste de courses en bio. C'est-à-dire qu'on change le mix produit. On voit qu'il y a par exemple une plus forte propension à manger des légumes secs chez les consommateurs réguliers de bio. Donc tous ces chemins de la transition alimentaire, le bio en fait partie. Le bio est une condition nécessaire mais non suffisante. Vous pouvez ne pas faire votre transition alimentaire bio, mais il fait partie d'une transition alimentaire et agricole réussie, parce que ça va ensemble. Merci beaucoup Laure, c'est très clair.
on en déduit que manger bio, c'est bien manger pour la planète et c'est pas manger pour soi. Et bon, oui. Bien, Barbara, citoyenne engagée, on arrive sur l'échelon du citoyen et du politique. Oui, voilà. Citoyenne engagée, donc forcément politique. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Alors, j'ai beaucoup aimé la remarque de Philippe Gutzmann, quand il a dit que 15% du budget des ménages pour l'alimentation, parce que c'est un chiffre que je ne supporte plus d'entendre. Moi, je ne suis pas les ménages. Je suis moi, un ménage, à moi toute seule. Et l'alimentation, pour moi, ce n'est pas 15%. L'alimentation, donc j'ai deux filles adolescentes. Alors, c'est tout simple. L'alimentation, c'est 750 € par mois. Le SMIC est à 1400. Voilà. Donc, je rejoins aussi ce que disait Marc Fesneau. C'est social. C'est pas que... il y a aussi ce sujet-là. À un moment donné, on ne peut pas tout confondre, tout mélanger, tout superposer. Donc, j'aimerais qu'on garde aussi ça en tête. Il faut arrêter de parler de ces 15% parce que ça permet de botter en touche certains sujets. Donc, ça, c'était la première chose que je souhaitais dire. Et pareil, l'alimentation est variable d'ajustement, je ne supporte plus. Parce que moi, quand je dois varier, que je dois ajuster, ce n'est pas que l'alimentation que j'ajuste. J'ajuste aussi mon chauffage, mon électricité, ma consommation d'eau. Quand je prends ma voiture, je fais un déplacement pour 3 usages parce que le prix du carburant sur les 3 dernières années, c'est plus possible. Et pour répondre de nouveau à une question de M. Fesneau de ce matin, alors moi je peux lui dire, le prix d'une voiture aujourd'hui, c'est ce que coûtait le prix d'une maison quand je suis devenue majeure. Et je ne suis pas si vieille que ça, même si j'ai un peu quelques kilomètres, mais il n'empêche que c'est ça la réalité. Voilà. Donc le prix de l'alimentation, oui, c'est une chose, mais j'insiste aussi toujours, la valeur de l'alimentation, ça, c'est une autre dimension. Et je rejoins un petit peu mon toute petite échelle, j'ai aucune réponse, j'ai pas de solution. Mais moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que la valeur, c'est aussi ce qui a été dit dans la transmission, dans l'entretien des territoires, dans le passage des savoir-faire, des relais. Et oui, l'industrie, bien sûr qu'il en faut de l'industrie. Et tous ces métiers-là, qui sont aussi industriels. Un boulanger peut être industriel, un boucher peut être industriel, on a besoin de tout ça. Et moi, je mange tous les jours comme tout le monde, et bien sûr que je fais attention au prix de ce que j'achète. Alors moi, ce qui me pose problème aussi, c'est bien sûr que je ne vais pas acheter le poulet premier prix, alors qu'on pourrait penser que si, parce que je fais partie des 50% moins. Donc, sauf que moi, le poulet premier prix, le problème qui me pose, déjà, je ne sais pas trop bien comment il est élevé, mais non seulement il n'est pas bon, mais vous ne faites pas grand-chose avec. Moi, je préfère acheter un poulet un tout petit peu plus cher parce qu'au final, moi, avec ce poulet-là de bonne qualité, bien produit, je fais 3 repas. Et c'est ça qui est important quand vous faites de l'économie domestique alimentaire, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est mon petit levier à mon tout petit niveau. Sauf que je ne supporte pas non plus qu'on renvoie systématiquement sur la responsabilité individuelle. Moi, mes filles sont adolescentes, donc elles mangent où ? Elles mangent à la cantine. Et sur la cantine, je n'ai aucun pouvoir. On disait que 50% du poulet consommé en France vient de l'étranger. Donc, entendez bien, 50% du poulet consommé, ce n'est pas celui que moi j'achète, c'est celui qui est servi en nuggets à mes filles à la cantine. Et c'est ça qui ne va pas. Et je ne jette pas la pierre, évidemment. Mais ce que je trouve aussi super scandaleux, ce que je trouve très, très scandaleux, c'est comme vous disiez avant, il y a 30%, c'est la matière première. Mais quand je vois toutes les normes, tous les cahiers des charges qui sont imposés à cette production de nourriture de masse pour nourrir plus que 2 personnes, moi je trouve ça hallucinant. À la limite, on stérilise presque les aliments. On les fait chauffer, on les fait réchauffer, on les fait cuire. Mais franchement, sérieusement, ils peuvent y mettre toute la bonne volonté qu'ils veulent. À la sortie, c'est dégueulasse, je ne peux pas le dire autrement, mais un truc cuit, recuit qui est passé dans 15 000 trucs, vous avez perdu plein de choses. Et ce n'est pas de leur faute. Ils veulent bien faire, mais on ne leur donne pas les moyens. Et c'est là que je rebondis sur le politique. À un moment donné, le cadre, c'est bien, mais comme disait aussi M. Fesneau ce matin, une loi. À un moment donné, pourquoi faire que chacun prenne ses responsabilités ? Et ça, c'est la dernière chose que je voudrais dire. C'est que moi, ce que je trouve très intéressant et ce que je trouve très bien ici, c'est qu'à chaque fois, il y a du travail qui est fait de façon collective, tous ensemble, comment on avance. Et je crois, moi, le mot le plus important pour moi, c'est la liberté.
essayer de garder notre liberté. L'État, pour moi, c'est quoi? C'est assurer la sécurité de sa population, l'alimentation de sa population et l'éducation de sa population. Il n'y a qu'à ces 3 conditions que nous sommes libres. Ensuite, quels sont les moyens que nous avons chacun de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour faire en sorte que l'autre soit plus libre? Je crois que c'est toujours vers cette voie-là qu'il faut aller le plus possible. Et j'insiste aussi de nouveau sur l'industrie, parce que bien sûr, je peux faire... Alors, il y a ces grands discours de... les AMAP, je trouve ça très bien, hein, les AMAP, tout ça, il faut cuisiner, etc. Sauf que moi, mes journées, elles ont aussi que 24 heures. Et à un moment donné, moi, je suis bien contente et très, très contente que l'industrie me fabrique des bons produits. Moi, que je ne sois pas obligée de faire tous les biscuits. Je suis bien contente d'acheter un paquet de biscuits qui a été bien fait. Et là, on en revient aux politiques. C'est qu'à un moment donné, quand un truc n'est pas bon, on ne doit pas autoriser la fabrication. Et juste pour conclure, parce que comme on est dans l'agriculture, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut planter autant de chênes que de pommiers et que de framboisiers. Et qu'il faut arrêter d'opposer le temps long et le temps court, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Bon, ben, on vous a ouvert la voie, monsieur le député. On vous écoute. Oui, merci à vous. Alors, plusieurs petites remarques, parce que le politique, moi je dis toujours que politique, ça vient de politis, la cité. Moi j'ai été élu rural et quand on est député, on est simplement que le représentant de la nation. Ce n'est pas un truc qui est au-dessus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à notre agriculteur d'Haute-Loire, d'abord j'ai grand respect pour la Haute-Loire, parce que d'abord des vaches qui se mettent du mascara pour venir nous regarder, les belles aubracs, c'est quand même pas mal. On a la vallée de l'Adège avec des truites de Farillo qui sont le cours d'eau le plus pur d'Europe. Et faut la laisser un petit peu pour la cuisiner parce que sinon elle se tord dans la poêle. Mais évidemment. Et puis je voudrais vous rassurer, j'étais en train de regarder. Je suis toujours habillé de la même façon. Les gens, même à l'Assemblée, j'ai pas de costume bleu avec une cravate, donc je me fais engueuler. Mais en attendant, mon petit costume, là, j'en ai 2. D'accord, c'est toujours le même. Hein. Il est fabriqué en France, c'est laboureur. Mes chaussettes, c'est bleu forêt. Et j'ai des Weston, j'en ai 2 là. Il faut que j'aille rue Bagné parce qu'elles sont un peu décousues là, vous voyez. Mais en fait, ça fait 15 ans que je les ai et elles se réparent très bien. Et donc, vous voyez, on peut finalement s'habiller français. Et des fois, à mes copains agriculteurs, je leur dis, quand je pousse le frigo, votre frigo, vous me faites la leçon, mais dans votre frigo, il n'y a pas que des produits français. Ça, c'est la première des éléments. Le deuxième élément, c'est le sol. Je fais avec InVivo, et ce que disait Olivier Devers tout à l'heure, quelque chose. J'ai reçu InVivo il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. J'ai déposé une proposition de loi sur l'obligation d'avoir un audit du sol quand on vend un terrain agricole. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est l'un des combats que je vais mener. On l'a mené avec le CNRS. Il y a dans quelques jours ici à Orléans une conférence internationale sur le sol. Et ça, c'était pour moi très intéressant. Dire aussi que l'Open Agri-Food, encore une fois, entre hier soir les citoyens, entre vous, ce n'est pas, pour moi, un saucissonnage entre l'agriculture, l'industrie, etc. C'est un grand angle. Et on a la chance, finalement, que l'Open Agri-Food, d'année en année, est le seul endroit où on met le consommateur, le paysan, le transformateur, la distribution ensemble pour échanger. Et donc, c'est ça l'Open Agri-Food. Et donc, évidemment, il y a parfois, on n'est pas d'accord, on se chipouille entre nous, et c'est très important. Et puis, c'est important, mais ça devrait être aussi la Confédération paysanne. J'ai pas d'action, j'entends la FNSEA, mais des fois, je suis content d'aller voir la Conf paysanne, parce que ils pensent des fois pas comme nous, ils m'obligent à penser différemment, et je pense que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas une agriculture contre une autre. Moi, je suis content à Fayologe d'avoir quelques éleveurs bio qui sont mis en légumes à côté de chez moi. Je suis très content aujourd'hui d'avoir des produits industriels qui sont de bonne qualité. Il faut pas opposer. Et puis, le thème, c'était la valeur et le juste prix, et c'est là-dessus que je terminerai. On pourrait dire plein de choses sur cette affaire-là. En ce moment, la grande distribution dans l'inflation est en train d'aller sur des courses au prix mortifères. Parce que c'est pour ça qu'il faut... En ce moment, ce n'est pas la course au prix. Ils vont encore étrangler tout le monde dans les boxes de négociation. Ça, c'est certain, pour prendre des parts de marché. C'est-à-dire qu'à un marché de la grande distribution qui stagne, les 6 gros de la grande distribution sont en train d'étrangler nos industriels et nos PME dans les boxes de négociation
pour pouvoir gagner des parts de marché. Et ce qui est mortifère, c'est que quand on lève la tête dans un supermarché, Michel-Édouard Leclerc, de temps en temps, je lui dis, je le dis à Michel Biérot, je le dis à tous les gens de la grande distribution, on a besoin de vous. Mais le problème, quand vous allez dans un supermarché, vous levez la tête, à part de temps en temps la tête d'un paysan avec une cote qu'on a mise dans un coin parce qu'il nous vend du pigeon, d'accord, pour faire croire ou la viande de temps en temps, ça ne représente rien en volume. Qu'est-ce qu'on voit quand on lève la tête? 2 pour le prix d'un, c'est pas cher, etc. Et donc, on vit dans une société où on pense que bien acheter, c'est acheter pas cher. Tant qu'on ne sortira pas de ça, on sera dans un cercle mortifère. Et le deuxième élément, qui est grave et qui est très important, qui est compliqué, moi, vous savez, on est juste des députés de base auxquels on essaie de défendre des causes justes. On va passer la troisième, la seconde, le bac et les études sans avoir appris à l'école, dans le programme, la lecture d'une étiquette. C'est-à-dire qu'on va aller tous acheter des produits industriels et on va aller dans toute sa scolarité sans apprendre à lire une étiquette. Moi, je regarde quand on fait des cours dans les écoles sur la lecture d'étiquettes, eh bien, on s'aperçoit que finalement, comme ça l'a été pour le monde du déchet, c'est les enfants qui ont éduqué les parents. C'est les enfants qui ont dit aux parents, et moi le premier, j'ai 3 filles, mais papa, t'es un cochon, là, on jette pas ça, on trie. Qui ont ramené ça de l'école. Et donc, c'est l'éducation. Et le thème d'aujourd'hui, entre la valeur et le prix, c'est l'éducation. C'est d'abord l'éducation au goût, et je le dis aussi au monde agricole, avant d'apprendre aux enfants à cuisiner à l'école, il faut reprendre ce que faisait notre voisin décédé, Jacques Puiset à Tours, sur les saveurs. Il faut d'abord apprendre à comprendre une saveur. On ne peut pas jouer de la musique si je n'ai pas appris le solfège. On ne peut pas cuisiner si je n'ai pas appris à l'école ce que c'est qu'un acide, du gras, du sucré, du moelleux, du croquant. Et donc, il faut reprendre ça à l'école. Et après, et Olivia Grégoire essaie de le faire, on va aller sur les cours de cuisine. Et donc, la juste répartition du prix et de la valeur, c'est l'éducation. Et ce pays n'est pas assez courageux, parce qu'il ne comprend rien. Les ministres d'éducation, ils ne comprennent rien. Quand on leur dit, mais il faut leur apprendre à manger, ils me répondent, Richard, ils ne savent pas lire et compter. Mais non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que manger, c'est un support. Ça veut dire que quand je fais une recette avec un gamin, il va me donner des chiffres, on va peser les choses, il va écrire la recette, et je ne vais pas le faire chier en disant je te fais une dictée. Par contre, je vais lui dire on va manger un gâteau, on va faire un plat, et il va apprendre à compter, il va apprendre à lire. Et donc, il ne faut pas se servir à l'école de l'éducation en disant je vais apprendre, je vais vous dire ce qu'il faut que vous mangez, vous les gosses. Parce que quand ils seront à l'adolescence, ils nous enverront paître. Il faut faire avec eux. Et donc, il faut passer d'arrêter de dire à nos jeunes, je vais vous expliquer pourquoi on a raison, mais il faut faire avec eux. Merci beaucoup, Richard. Merci. Des interventions passionnantes. Est-ce que nous avons des questions micro en salle ou est-ce qu'on nous affiche le Padlet ? Est-ce qu'on peut allumer la salle pour voir qui lève le doigt? Soyez pas timide. Vous avez en face de vous des gens qui peuvent vous parler de votre alimentation, de vos produits que vous consommez tous les jours. C'est le moment de poser des questions. Ah, ça y est, on a une question là-bas. On a pas mal de questions aussi. Bonjour à tous, Pascal Trécul, je suis éleveur dans le Perche, je représente l'interprofession. Aujourd'hui, j'ai une question pour les collectivités. Je suis producteur de viande bovine et la question c'est, aujourd'hui quand je vois le prix d'un repas, nous on a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas faire de la viande à des prix aussi bas. Et du coup, quand vous intégrez de la viande rouge dans un prix de repas à je ne sais quel prix, mais c'est souvent 3... Oui, c'est 1,80, mais bon, après, dans les cantines, c'est un peu plus quand même, mais ça fait vraiment très peu. Donc la question, c'est de savoir comment on pourra intégrer de la viande française avec des prix de repas aussi peu élevés. Et moi, ça m'interpelle et je ne sais pas comment on pourra s'en sortir aussi de ce problème. Alors, j'aurais peut-être pas la solution là tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en restauration collective, entre autres collectivités territoriales, quand même, la place de la viande française est quand même existante. Là, j'ai demandé des chiffres en 2022 du syndicat. En viande bovine, on est autour de 60% en viande française. Donc, effectivement, il y a de la viande apportée.
Mais la problématique de l'importation, c'est pas que la restauration collective. Hein. La restauration hors foyer, c'est la restauration commerciale, hein, quand vous allez manger dans vos restaurants, etc. Je pense que la restauration collective est montée quand même d'un niveau. Maintenant, on a plein d'histoires, de belles histoires sur des viandes locales qui sont servies dans les restaurants scolaires. Nous, une des actions qu'on mène, c'est la contractualisation sur le temps. Moi, par exemple, je travaille chez Sodexo. La moyenne des partenariats, c'est 15 ans. Je pense que si on payait mal, en fait, ils ne resteraient pas chez nous. Je vous donne un exemple, qui est une filière qu'on a travaillé depuis des années, qui est le veau Label Rouge du Ségala. Il y a plus de 20 ans, en fait, ça a été un partenariat et restauration collective et des groupes extérieurs, GMS, etc., pour prendre la totalité de la carcasse. En fait, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est qu'il faut qu'on arrête de travailler en silo et il faut qu'on se parle et qu'on comprenne nos thématiques. On peut très bien faire rentrer de la viande locale si et seulement si on fréquence les morceaux de façon réfléchie pour justement essayer de gérer ce prix. Et moi, j'ai plein d'exemples, par exemple la ville de Châlons, par exemple, sur Saône, où on a réussi à travailler avec des bovins locaux. Alors, ce n'est pas à 100% à tous les services de bovins, mais par an, on sait qu'on a des volumétries qui rentrent. Donc, c'est faisable. Par contre, il faut qu'on se parle et qu'on arrive à contractualiser et surtout à travailler sur ce fameux... On parlait des équilibres carcasses, c'est extrêmement important. On ne peut pas se lancer sans protéger la totalité de la bête. Mais c'est faisable pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre une question du Padlet qui est-ce qu'il est possible de partager nos valeurs avec d'autres pays ? Qui veut répondre à cette question, Jean-Paul ? Moi, je veux bien répondre à cette question parce que c'est très, très important. Vous voyez, on a parlé d'Egalim. Hein. On a parlé d'Egalim. Moi, je dis que c'était une idée formidable. Et finalement, on a quand même bougé. Hein. Et la loi des Crozailles nous fait encore bouger sur Egalim 2. Et je pense que même si c'est toujours insuffisant. Mais moi, je vais vous dire, ce qui ne va pas, moi, je suis industriel, je suis en Europe, sur un marché unique européen. Et quand je vends un fromage à un distributeur allemand, autant les distributeurs français, quoi qu'on en dise, ça s'est passé, pas comme une lettre à la poste, hein, mais on a sacralisé la matière première agricole. On l'a fait. Nos propres marges industrielles, on verra après. Maintenant, le distributeur allemand, il n'en a rien à foutre. Excusez-moi. Je lui dis, je suis français. Nous, en France, on a décidé de sacraliser la matière première agricole. On veut payer nos matières premières à un juste prix qui rémunère bien les agriculteurs. Il dit, t'es français, mais pas moi. Et il faudrait un Egalim européen. Et après, au-delà, ça a été dit par Marc Fesneau, qui est je vous le dis, hein, moi je vous donne mon opinion, qui est un grand ministre qui nous défend énormément. Et il a parlé des accords bilatéraux qu'on passe actuellement au niveau de l'Europe avec les pays tiers, où c'est vrai, l'agroalimentaire et l'agriculture, c'est la victime sacrificielle. Donc ça, il faut s'entendre au niveau mondial et au minimum européen. Oui, juste d'avouer, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Quand on parle d'éducation au goût, on a tous appris finalement à bien manger, non pas en nous expliquant ce qu'on devait faire, mais on a eu une mamie, une maman, un papa, une tati qui nous a montré ce qu'il fallait faire, avec qui on a fait avec. Et je suis allé au Japon et j'ai invité les Japonais dans les cantines scolaires. Ils étaient très surpris parce qu'ils nous disent « Mais ah oui, vous êtes comme des petits rois, là, les élèves, ils sont comme des petits rois. Et ils posent leurs fesses et puis ils se font servir. » Alors nous, ça ne marche pas comme ça au Japon. Nous, au Japon, il n'y a pas une classe qui n'a pas fait à manger, qui n'a pas débarrassé. C'est-à-dire, on fait avec eux. Et donc, oui, il faut aller regarder ailleurs et il faut regarder ce qui marche ailleurs. Yannick ? En fait, la question qui est posée, c'était un peu celle qui a construit l'Europe après la guerre. C'est la politique agricole commune qui était une politique alimentaire, en fait. C'est-à-dire, au lieu de se faire la guerre entre les pays, on va essayer de cumuler qu'on ait la même politique alimentaire au niveau européen avec la PAC. Aujourd'hui, force est de constater que la politique agricole que l'on a
elle n'a plus grand-chose d'alimentaire. Quand on le regarde, elle est devenue environnementale. Alors après, il y a des raisons. Mais aujourd'hui, elle ne gère plus les volumes, elle n'a plus de fixation de prix. Et donc, on en arrive à un marché européen avec 600 millions de consommateurs qui ont certainement le pouvoir d'achat le plus élevé du monde, qui vont dépenser le moins pour s'alimenter. Parce qu'on a pensé que les échanges mondiaux étaient la solution et l'alpha et l'oméga à notre politique alimentaire. On voit bien que les 3 crises qu'on vient de vivre, le Covid, du jour au lendemain, qui aurait pensé que la planète peut s'arrêter de commercer parce qu'il y a un problème sanitaire. Bon, ça nous a quand même mis dans une situation difficile. Heureusement que la politique alimentaire en France était assurée par des agriculteurs qui ont continué à produire. 2, la guerre en Ukraine nous a fait valoir que commercer avec des pays qui ne sont pas tout à fait respectables nous met en situation difficile. Regardez les chefs d'État africains qui sont allés faire le pied de grue chez Poutine le lendemain qu'il a déclaré la guerre à l'Ukraine pour dire « Attendez, si vous ne me soutenez pas, je vous ferme l'alimentation avec les grains qui seront exportés chez vous. » Et 3, ce qui se passe aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen doit nous interroger, notamment sur l'indépendance énergétique de notre pays. Parce qu'on voit bien que notre pétrole que l'on a besoin, qui vient de ces pays-là, nous met en situation de fragilité. Donc c'est pour ça qu'il y a des politiques énergétiques qui sont développées. Je finis juste sur un point. Je pense qu'en France, il faut qu'on développe peut-être une politique alimentaire un peu plus marquée, qui ne sont pas que des moyens. Monsieur Ramos a rappelé qu'on pouvait notamment, par l'éducation, par les savoir-faire, transmettre un certain nombre de valeurs. Moi, je me suis occupé à la FNSEA, notamment des plus démunis, parce que ça nous interroge, nous producteurs, et on a créé Solal, mais au-delà de ça, de voir que nous, producteurs français, grands pays producteurs, qu'il y a une partie de la population qui ne s'alimente pas suffisamment. Ça nous interroge. Donc on a regardé ça un peu de près. On s'est aperçu qu'il y avait des évolutions. Ça a été rappelé ce matin par Philippe Gusman, qu'une partie des déstructurations des familles a conduit à avoir deux maisons par ménage. Voilà, c'est comme cela. Bon, aujourd'hui, voilà, il y a un divorce sur 2, donc du coup, il faut 2 maisons. Donc, on dépense plus pour le logement, un peu moins pour l'alimentation, et ça nous met en difficulté. Et puis, les savoir-faire culinaires ne sont pas toujours transmis, et notamment chez les gens qui ont moins de moyens. Et donc, c'est pour ça qu'on propose à la FNSEA la mise en place d'un chèque alimentaire pour alléger les dépenses alimentaires des plus démunis. Et après, comme l'a dit Jean-Paul, c'est un choix de chacun. Quand on a les moyens de s'acheter du Beaufort à 40 € le kilo, on peut le faire. Mais c'est un vrai choix. Juste pour finir, effectivement, on a fait le choix ces 20 dernières années. Il y a 20 ans, je serais venu ici, allez, 25 ans, sans le machin que j'ai dans ma poche. Et ce machin que j'ai dans ma poche, on l'a tous, c'est la première chose qu'on fait quand on se lève le matin. Parce que souvent, il sert de réveil et puis on va le regarder. Sauf que je rappelle que pour bien lire son portable, il faut bien remplir son estomac pour faire fonctionner son réseau. Son cerveau, pardon. Merci beaucoup. Barbara, je te voyais hocher de la tête. Tu veux réagir? Oui. Oui et non. Moi, je suis un peu réticente quand j'entends parler de chèque alimentaire. Parce que il faut toujours être très prudent avec ça. Mais la démarche Solal, oui, je trouve ça juste génial et formidable. Je reviens sur ce que j'ai dit avant, la liberté. Et à un moment donné, moi, ce que j'ai beaucoup de mal à encaisser, c'est les sachants qui essaient d'expliquer aux pauvres comment ils doivent fonctionner, alors qu'ils essaient juste de survivre. Quand vous utilisez 80% de votre énergie juste pour vous débrouiller, vraiment, et franchement, certains grands économistes mériteraient d'avoir des cours de ces personnes-là, parce que vous n'imaginez pas tous les trésors d'ingéniosité qu'il faut des fois déployer pour arriver à bout de ça. Et moi, je pense notamment aux mères de famille, parce que souvent c'est ça, hein, la réalité c'est ça. Je rappelle que les pauvres, c'est 80% des femmes. Hein, voilà. Enfin, les pauvres, c'est à 80% des femmes de familles monoparentales. Et donc, quand vous vous retrouvez dans la situation, comme l'a dit hier soir une maman, et elle n'était pas dans cette situation-là, mais quand vous vous retrouvez dans la situation de dire à votre enfant, et je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui on en fasse des pubs d'ailleurs, hein, bah non, tu ne pourras pas avoir ça, ou surtout tu ne pourras pas manger ça parce que je ne peux pas te le payer, c'est assez terrible. Mais conditionner le chèque alimentaire, c'est quelque part mettre de la culpabilité parce qu'ils ne savent pas, ce serait comme sous-entendre qu'ils ne savent pas gérer. Et en fait, ce n'est pas qu'ils ne savent pas gérer. Je répète, 750 € de dépenses alimentaires, cantine comprise, SMIC à 1 400 €. Donc à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on répartit la valeur de tout ce qu'il y a dans la société, où est-ce qu'on va chercher le revenu, parce qu'il faut parler de revenu, pas que de salaire. Voilà.
Merci. Laure, il y a une question sur le Padlet pour vous. On l'a chaque année, cette question-réaction. On a beaucoup de jeunes avec nous. Bon, là, ils sont partis déjeuner pour la plupart, mais à chaque fois, on nous dit, mais est-ce qu'on peut faire du 100% bio ? Je voudrais habiter dans un pays où on ne produit que du bio. Que répond-on à ça ? On répond qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des chercheurs. On a l'INRAE, qui est le premier institut agronomique mondial, qui est en ce moment à pied d'œuvre. Il y a plus de 300 chercheurs qui travaillent sur un programme qui s'appelle Métabio et qui a pour objectif de répondre à cette question. Et il livrera ses réponses donc, en 2025. Sans vouloir spoiler, mais en l'état actuel, on a actuellement 10% de surface en bio. 100%, c'est vraiment très très lointain. Donc quelque part entre les deux, on sait qu'il y a un curseur jusqu'auquel on peut pousser la conversion au bio sans pour autant défricher de nouvelles terres. Mais la question, elle ne se pose pas de basculer. En fait, la nuance, la réalité, c'est pas ou tout blanc ou tout gris ou tout noir, c'est ces nuances de gris. Et en fait, on ne pourra décider ensemble du curseur que si on modifie notre régime alimentaire. Parce qu'en l'état, on le sait, on ne peut pas garder la même assiette où le végétal a une trop petite part, où on n'a pas assez de protéines végétales, où on n'a pas bien dimensionné les différents groupes d'aliments, et surtout, on gaspille. Donc, la réponse de l'INRAE sera sans doute de dire on peut pousser jusqu'à X, peut-être 60% les terres cultivées en bio, sous réserve d'arrêter le gaspillage, sous réserve de rééquilibrer notre assiette avec de combler par exemple notre déficit en fruits et légumes, parce qu'actuellement on n'est pas du tout aux 5 fruits et légumes frais par jour qui sont recommandés. Merci beaucoup Laure. Rachel, une question sur InVivo. InVivo, la coopérative des coopératives, est devenue la première entreprise agricole à mission. C'est quelque chose, ça marque un pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur l'échelle des valeurs ? En fait, quand on devient une société à mission, l'idée, c'est simplement de remettre vraiment la raison d'être d'une entreprise au cœur genre comme cap, mais aussi comme moteur, finalement, pour tout ce qu'on va entreprendre. Donc, on a fait ce choix parce que, bon, ça nous a paru assez évident qu'il fallait absolument voir quelle est la place de l'agriculture, finalement. On se dit que la place de l'agriculture, d'ailleurs, c'est primordial pour tout ce qu'on explique ici avec l'alimentaire, mais pas que, c'est aussi au cœur des espoirs pour pouvoir décarboner d'autres secteurs et aussi pour aider par rapport à des bénéfices environnementaux. Et que du coup, on se dit, alors si on prend cette transition en tête, et puis c'est ce qui va conduire la manière qu'on va avancer sur nos différents types de métiers, parce qu'on en a beaucoup chez InVivo, toujours dans ce même sens pour pouvoir arriver à un agrosystème résilient. Et en fait, je pense que la résilience, c'est un aspect dont on parle peut-être assez peu, mais qui me paraît très important. Moi, donc, en charge de développement durable, on est ultra sensibilisé sur le changement du climat et à quel point on voit nos différents types d'agriculteurs qui sont d'un côté embêtés par le grêle et ils perdent tout, de l'autre côté du gel qui vient tout d'un coup à un moment inattendu et donc ils perdent beaucoup, ou bien sécheresse pendant un temps et donc des choses qui ne se lèvent pas et puis après tout d'un coup trop d'eau et la terre trop sèche, elle n'arrive pas à gérer le trop d'eau et ça fait des érosions, etc. Et en fait, on voit qu'on a malgré tout une résilience à considérer dans la manière qu'on va chercher à avoir des solutions. Et je pense que cette résilience, j'essaie d'en parler tout à l'heure sur l'aspect économique, parce que probablement diversifier, ce qu'on comprend des relais de revenus pour les agriculteurs, il faut les diversifier. Et donc c'est et ce qu'ils produisent bien pour l'alimentaire, et ce qu'ils produisent bien pour le non-alimentaire, et le fait avoir ce type de rotation, c'est là où on peut avoir les autres bénéfices. Mais donc, à côté de quoi, il faut aussi voir en quoi ça puisse régénérer finalement le capital. Et vous avez parlé du sol, et c'est indéniable en fait. Un sol, ça va bénéficier à qui? Ça va aider à produire, c'est clair. Mais ça va aussi éviter des catastrophes d'infrastructures, comme là, cet été, il y avait une gare, et en fait, il y avait des coulées de boue, juste ici en France, en fait, ils ont dû tout fermer. Et ça, c'est parce que le sol ne pouvait pas gérer bien trop d'eau après trop de sécheresse.
il faut du coup que ça devienne le sujet de tout le monde. Donc là, on dit, OK, qu'est-ce que fait l'agriculteur? Est-ce qu'il produit assez bien? Ce n'est pas la question. La question, c'est où est-ce qu'on met la valeur en tant que société et qui sont les personnes auprès de qui on doit montrer une gratitude qui vont vraiment prendre ce flambeau-là et qui prend un peu à sa charge le fait de pouvoir payer, le fait que l'agriculteur va faire une bonne agriculture qui va avoir autant de co-bénéfices. Et je pense que c'est comme ça qu'on dépasse les questions, genre l'équation impossible et on crée un nouvel espoir. C'est vraiment très intéressant et c'est une progression depuis, on entend ce genre de discours, c'est depuis 2 ans, pas plus, quoi. On voit bien qu'il y a une très profonde évolution dans ce domaine. Je crois qu'il y a une question de la salle. Bonjour. Je voulais juste vous poser une petite question qui est un peu plus générale. Il y a la taxonomie verte qui est arrivée au 1er janvier de cette année et la CSRD qui arrive au 1er janvier 2024. Ce sont des véritables révolutions demandées par l'Europe, puisqu'en fait aujourd'hui la RSE est devenue incontournable et met tout le monde au même niveau. Et je voulais savoir ce que cela change déjà dans vos regards, dans ce que vous voyez, parce que comme elle descend très bas, puisque c'est les entreprises très très basses qui démarrent, ça veut dire que tout le monde va demander à ses fournisseurs qu'est-ce que tu as fait. Et il y a énormément de petites entreprises, de petits agriculteurs qui vont être hyper embêtés parce qu'ils ne vont pas pouvoir répondre. Voilà, donc je voulais savoir comment vous voyez les choses. Merci. Heureux à pouvoir commenter cette excellente question. Effectivement, la taxonomie, moi j'ai dirigé un grand groupe coté en bourse, donc on appelle ça la performance extra-financière et l'Europe nous oblige aujourd'hui à reporter nos critères de développement durable et nous sommes jugés aussi sévèrement, entre guillemets, que nos critères financiers. C'est-à-dire avant on était jugé sur l'argent, la rentabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, cette performance qu'on appelle extra-financière va devenir énorme pour nous. Or, moi, en tant qu'industriel agroalimentaire, je peux dire, on est plusieurs ici et on en discutait il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours avec Yannick à la FNSEA. Nous, notre empreinte carbone sur laquelle on va être jugé en tant qu'industriel, seulement 10%, c'est les émissions de nos usines. C'est-à-dire les énergies fossiles qu'on utilise dans nos usines. 90%, en jargon on appelle ça le scope 3, c'est notre empreinte carbone étendue et elle provient de ce qu'on achète. Et 90% de ce qu'on achète est notre principal achat, c'est la matière première agricole. C'est pour ça qu'on en discute beaucoup, tous ensemble, et c'est les emballages et les transports, mais vraiment c'est l'agriculture en premier. C'est pour ça que c'est une pression, effectivement, qui s'exerce sur l'ensemble de notre filière. Et je pense qu'on va pouvoir avoir la même réaction de l'autre côté. Mais ce qui nous inquiète, il faut savoir les valeurs de ce qu'on donne. Et notre député a dit la valeur de l'alimentation. Effectivement, je suis scandalisé parce qu'en ce moment, il y a l'inflation, c'est un problème pour tout le monde. Mais quelle est la réponse? La guerre des prix qui recommence, la dévalorisation de la valeur de l'alimentation, les 3 pour 2. J'entendais Philippe qui disait qu'il n'y a plus que 11% des foyers qui correspondent au schéma de la famille de 4 classique et tous les autres ménages. Et pourtant, on va les stocker à bas prix. Donc on va faire quoi? En plus du gaspillage, forcer les gens, je dis bien forcer les gens en affichant des prix qui n'ont plus aucun sens, à se stocker, à gaspiller, et on détruit la valeur de notre alimentation. Et cette performance durable aura un prix. Il faudra financer la décarbonation. Il faudra financer tout ça. C'est une question fondamentale. On a à quelques kilomètres d'ici, en face de l'usine d'Emmanuel Vastnex, le groupe Mars qui fait du pet food pour les animaux, mais le pet food, c'est de la viande, des légumes, etc. Le patron de Mars vient en France et la discussion dit voilà, moi je regarde des achats mondiaux, internationaux, la grande distribution on va passer des niveaux 3 au niveau 5 sur la partie carbone. Et donc si aujourd'hui
moi, industriel, je représente que ça sur la partie carbone. Si vous, l'agriculture française, vous n'êtes pas capable de répondre à l'enjeu des appels d'offres mondiaux alimentaires, j'irai mettre, puisque nous, aux États-Unis, les États-Unis sont en train de mettre des milliards de dollars pour avoir des produits agricoles bas carbone. Et demain, ça me viendra moins cher, Groupe Mars, que d'aller mettre mon usine aux États-Unis. Et même avec le transport, j'aurai un bilan carbone meilleur. Et donc, si vous ne faites pas attention, la souveraineté alimentaire française, elle passera par la capacité de l'agriculture à produire des produits bas carbone. C'est pourquoi, donc avec le CSRD qui est mon quotidien, et c'est vrai que ça fait trembler tout le monde, hein, même les entreprises type Danone qui sont en avance sur tout le monde, eux aussi, c'est difficile pour eux. Donc c'est vraiment, je dis première réponse, génial, ça va aligner tout le monde. Et que comme ça, par rapport à ce que j'expliquais sur les pratiques culturelles, on peut avoir des pratiques qui aident la performance vraiment. Et qui peuvent avoir des externalités positives en plus. Et donc, c'est ça ce qu'on vise, pour que très concrètement, on arrive à même démontrer et montrer qu'il y a une valeur et qu'on arrive à avancer, y compris les petits qui peuvent être dans ces bonnes optiques. Par contre, il y a deux dangers, je trouve. Il y a d'un côté le danger d'enlever la valeur trop tôt, parce qu'on dit que tout de suite, c'est un minimum syndical. Et je pense que ça, il faut éviter. Il faut continuer à quand même reconnaître que le fait qu'on ait transitionné, ça représente un effort et ça représente une valeur qui est renouvelée chaque année. Ce n'est pas parce qu'on a fait une fois que du coup c'est bon pour toujours. L'effort de l'agriculteur, c'est chaque année et il recommence. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à reconnaître cette valeur. Et c'est ce que je disais avec les PSE tout à l'heure. Le deuxième piège pour moi, c'est que à force de rendre des choses trop techniques, on enlève aussi la valeur. Et c'est un des débats entre l'amont et l'aval, même si in vivo, on est également l'aval. Donc, on a aussi ce débat en interne. C'est si l'aval nous dit, comme Mars, je me mets ailleurs, ou bien l'aval nous dit, tiens, si l'agriculteur ne veut pas nous donner, avec le petit astérix en bas, le carbone issu de ces bonnes productions, du coup, je vais juste le déréférencer. Et c'est le menace, c'est l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nos têtes, tous les jours, parce qu'on a des clients depuis longtemps où on pense que ça va bien se passer, et puis on découvre, et on le ressent même comme une trahison, on découvre le petit astérix, oh, by the way, c'est pour moi. Et moi, donc, directrice RSE, bien sûr, je suis dans pas mal de coalitions où là, on essaie d'influencer notamment l'Europe pour que les bonnes décisions soient prises. Et qu'est-ce qu'on m'embête, pour ne pas dire un mot un peu plus fort, avec le « Oh, mais techniquement, il faut éviter le double comptage. Oh, mais techniquement, il faut arrêter de... » Et si on voit une même tonne de carbone 2 fois, so what? Franchement, on va troquer la vie ou même l'attractivité du métier de l'agriculteur parce qu'on craint que sur une chaîne de valeur, on chacun vu le même tonne de carbone. Non, il faut rester un peu plus pragmatique. Ne tombons pas dans la théorique et la technique, mais vraiment, c'est quoi les solutions qu'on met en œuvre qui finalement vont vraiment aider tous à avancer. C'est pour ça que je parlais de résilience tout à l'heure. Ce n'est pas pour tel label, ce n'est pas pour tel truc, c'est du bon sens par rapport à qu'est-ce qu'on doit avancer. Et le bon sens nous dicte qu'il faut quand même que les agriculteurs soient reconnus pour la valeur qu'ils créent, et il faut aussi que sur chaque maillon de la chaîne, chacun contribue aussi. Et là, je trouve que voilà, le CSRD, donc, grande opportunité, mais soyons lucides et soyons exigeants par rapport à ce qu'on veut faire cette CSRD. Merci, merci. Alors, on va clore cette table ronde, mais je voudrais vous proposer à chacun, très très rapidement, une phrase, de rajouter quelque chose que vous n'avez pas pu dire, d'exprimer un sentiment, de dire au revoir à bientôt, ce que vous voulez, mais le micro pour chacun en une phrase. Juste retenons qu'on est 68 millions de consommateurs en France, il y en a 10 millions qui sont, et c'est dramatique, en situation de précarité alimentaire. Il faut tout faire pour qu'ils aient accès à des produits de qualité, mais il reste quand même 58 millions de personnes en situation de faire des arbitrages, donc donnons-leur envie
d'acheter des produits à la fois écologiques et français, parce que ces arbitrages-là, ils ruissellent jusqu'à nos sols. Merci à l'Open Agri-Food, qui est le seul forum ouvert à tous, où on débat vraiment. Et ceci dit, je crois qu'on est tous engagés dans cette filière à pouvoir donner à nos concitoyens une alimentation saine, durable et accessible. Et on a beaucoup parlé en fait de valeurs et d'éducation à ces valeurs, à la transmission dans tous les sens. Donc je crois que c'est un débat essentiel. Bon, ben, moi, je reviens à mon mot, liberté, quoi. Et pour faire le lien avec l'énergie, oui, ben justement, là, on en a un bel exemple. Donc, libérez toute cette énergie-là, libérez toute l'énergie positive, libérez-vous et libérez-nous aussi, les consommateurs. Voilà. Moi, je dirais cuisiner, manger bien, et puis comme c'est les fêtes et on va aller manger, préférez manger bien avec ceux que vous aimez que très bien avec des cons. Le petit résumé, c'est qu'on pointe du doigt tout le temps l'agriculture, on pointe tout le temps le doigt des fermiers, et alors que c'est la grande espoir pour nous tous et une grande partie de la solution. Moi, je dirais que je suis fier d'être agriculteur. Je vous l'ai dit en début d'introduction. Je suis fier d'être aussi citoyen français parce que quand on voyage un peu sur cette planète, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'être dans ce pays-là, où on a une alimentation diverse, variée, accessible. Alors, il y a le problème des plus démunis, mais il y a une vraie possibilité pour s'alimenter quand certains sur cette planète ont du mal tous les jours à pouvoir s'alimenter. Donc voilà, restons fiers et restons fiers d'être agriculteurs, restons fiers d'être français et de pouvoir bien manger. Alors moi, je dirais ensemble, parce que je pense qu'on pourra avancer si on se connaît mieux et on se parle. Et moi, souvent, mon credo, c'est la gourmandise sauvera le monde. Je pense que c'est et les Français, on est très plaisir de la table. Et je pense que c'est vraiment important. Revenons effectivement au goût, aux saveurs, dans l'assiette. Et je pense que ça nous fera avancer. Et pour moi, la restauration collective est un lieu de lutte contre la précarité alimentaire et d'éducation alimentaire. Donc essayons de la défendre aussi pour ne pas la perdre. Merci beaucoup.